Vite, je vais juste parler rapidement, on a 10 minutes, une introduction aux punaises, c'est quoi exactement, c'est quoi les effets sur la santé, un paragraphe sur la gestion des punaises, qu'est-ce qu'on fait, et juste une introduction sur quelques interventions, puis c'est quoi les grandes embûches, parce que Dieu sait, il y en a. Les problèmes de punaises, il y avait beaucoup de punaises dans les années 40. Vous avez tous entendu les maximes comme bonne nuit, bon rêve, pas de puce, pas de punaises, ou good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite. Tout le monde a vécu avec ça très très longtemps, jusque dans les années 50. Ce qui s'est passé, c'était pas juste les insecticides, c'est des grandes interventions de santé publique. Dans ce temps-là, la ville était intégrée à la santé publique qui ont réussi à venir à bout. Puis c'était vraiment une mécanique de guerre, entre parenthèses. C'est sûr que les insecticides, à la fin, ça l'a aidé, mais le DDT, en 47, les punaises commençaient déjà à être résistantes, puis ça prenait aussi des grosses doses de malation. Puis de toute façon, les punaises qui sont ici présentement, la moitié sont déjà résistantes au DDT. C'est quoi la situation au Québec et à Montréal, en fait? À Montréal, de 2006 à 2010, il y a une augmentation par un facteur de 8,5 des cas d'infestation dans les OMH de Montréal. La bonne nouvelle, c'est que les 4 premiers mois de cette année, ça a baissé pour la première fois, mais c'est parce qu'on a des stratégies extrêmement agressives de la part de l'OMH. Est-ce que tu pourrais dire que l'Office municipal d'habitation, quel logement il gère? C'est les HLM. Oui, c'est toutes les habitations à loyer modique. Donc, c'est ça, mais il y a une politique très agressive. Dans les milieux privés, je suis certain que c'est exactement le contraire. On a fait un sondage l'an dernier, on va le répéter cette année, puis c'était 2,7% des ménages qui seraient au proie avec des punaises de lit, ce qui est vraiment beaucoup. Pourquoi il y en a tant que ça? Les gens bougent beaucoup plus qu'avant. Pour exterminer, c'est assez complexe. Juste pour le fun, dans les années, ceux qui sont nés dans les années 20, 30, 40, connaissent assez bien les stratégies, surtout en Europe, les stratégies d'extermination. Ceux qui sont nés après ne savent pas du tout, fait que les gens ne savent pas comment s'y prendre. Il y a probablement eu des changements génétiques au niveau de la punaise, il y a probablement beaucoup plus de résistance aussi qu'il y en avait avant. Il y a aussi un gros problème, c'est que les propriétaires, les locataires, les gestionnaires de parasites et les municipalités qui n'ont pas de règlement ou même quand ils en ont, collaborent pas. Donc, pendant ce temps-là, la punaise se multiplie, puis les réglementations, l'approche n'est pas du tout adaptée. Grosso modo, ouais, c'est ça une punaise de lit, c'est à ça que ça ressemble. Ça a un corps ovale aplati vraiment, 4 à 7 mm. Ça se nourrit strictement uniquement de sang humain. Ça reste à peu près 10 à 15 minutes sur le corps. Puis ça passe 4 à 7 jours sans se nourrir après. Comme les moustiques, c'est attiré par les mêmes choses, puis les adultes, malheureusement, peuvent survivre plus d'1 an sans manger. Je n'irai pas en détail sur la biologie, ça prendrait beaucoup plus de temps sur des autres fonctions, mais ça, c'est le principal à savoir. Ici, ça, c'est vraiment classique. C'est classique pas parce que c'est la même punaise qui se promène, c'est classique parce que cette personne-là est probablement rentrée dans une chambre d'hôtel et la façon qu'elle était couchée, les punaises sont paresseuses, ont probablement tous piqué comme ça. Donc, il y en avait déjà beaucoup là où elle était. Donc, c'est quoi les grosses répercussions sur la santé? C'est au niveau allergique, dermatologique allergique, c'est des réactions allergiques pour la plupart, mais parfois il peut y avoir de la cellulite. La santé mentale, ça peut être un enjeu, je vais revenir plus tard par quel mécanisme. Et il y a un problème, c'est que les gens utilisent eux-mêmes leur propre concoction, puis ça, souvent, ça peut causer des problèmes aussi. Pendant un certain bout de temps, on était même inquiet, il y a des gens au niveau de la santé qui voulaient plus aller à domicile, puis il y a encore des problèmes au niveau du réseau scolaire là-dessus. Les punaises de lit ne transmettent pas d'infection sanguine. On n'est pas à veille d'en voir, ceci dit, puis les paniques de SARM qu'on a eues la semaine dernière, c'est des paniques inutiles. C'est pas le problème, la punaise. Par contre, si les personnes se grattent, ils peuvent développer des infections cutanées, mais on ne sait pas c'est quoi la fréquence, ceci dit. Les réactions allergiques, ça part de absolument rien, 20% du monde, ça va juste leur piquer, mais il n'y aura rien sur la peau. À c'est quelque chose d'un peu comme une espèce de plaque rouge, ça peut être une espèce plutôt une espèce une papule, donc ça ressemble vraiment à une piqûre de maringouin, mais dans des très rares cas, ça peut causer d'autres complications dermatologiques. Puis chez certaines personnes, ça peut faire des cicatrices qui restent à long terme. Nous, quand on a commencé à travailler sur les punaises, il n'y avait aucune étude sur la santé mentale et ça intéresse absolument pas les autorités de santé publique, les aspects de santé mentale. C'est fascinant, quelle qu'elle soit, où qu'on soit. Ceci dit, c'est une frustration de ma part. Ceci dit,
Nous, on s'est dit, si on veut essayer de convaincre des gens, on va quand même essayer de démontrer qu'il y a un impact sur la santé mentale. Fait que dans les enquêtes qu'on a faites, on a aussi colligé beaucoup d'informations, puis avec des outils standardisés. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que les punaises, les gens qui étaient affectés par des punaises, il y avait vraiment, puis ça, c'est qui que ce soit, pas des gens avec des problèmes de santé mentale au préalable, là, mais ils vont avoir plus de symptômes d'anxiété, plus de symptômes de dépression, et évidemment, il va y avoir une perturbation du sommeil. Ce qu'on constate aussi, au niveau du sommeil, ensuite quand on posait la question directement, la moitié se disait dérangés dans leur sommeil. Puis l'isolement social, il y avait au moins quasiment la moitié qui disait qu'ils changeaient leurs habitudes, en fait, qui sortaient pas de leur appartement ou qui invitaient pas du monde à cause de l'isolement social, ce qui est majeur. On a poussé un peu plus ces études, on va encore plus les pousser. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que il y a beaucoup de ces symptômes-là qui sont dus au sentiment de contrôle. Fait qu'on a regardé comment ça médiait. Donc, les coquerelles, ce qu'on se rend compte, c'est que les coquerelles, oui, c'est lié à l'anxiété et la dépression, mais ça passe exclusivement par le sentiment de contrôle. Même chose avec le bruit, sauf la perturbation du sommeil. Les gens qui sont exposés à du bruit, leur sommeil va être perturbé sans passer. Mais les punaises, ça passe tout droit. C'est pas une question de sentiment de contrôle. Les gens sont vraiment perturbés. Si on ferait les mêmes études avec les moisissures, d'ailleurs, on verrait que ça passe par 3 mécanismes. On verrait que les gens qui sont exposés à des moisissures, c'est ce que la littérature nous démontre pour l'instant, c'est qu'il y a un effet par le sentiment de contrôle, il y a un effet par les problèmes physiques que ça engendre, puis il y a probablement, presque certainement en fait, un effet indépendant qui est probablement dû aux moisissures elles-mêmes, qui a un effet direct sur le système nerveux. Juste avant de continuer, c'est que ce qu'on voit beaucoup sur le terrain, c'est que les personnes, comme dans l'émission qu'on voyait, qui sont très, très défavorisés, qui n'ont pas de moyens pour se débarrasser de punaises, qui peuvent pas passer la laveuse, la sécheuse, quoi que ce soit, ils se retrouvent avec des infestations chroniques. Ils sont pris chroniquement avec ça. Ou les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie. Eux autres, il y a beaucoup, beaucoup de gens là, qui vivent constamment avec les punaises. Puis là-dessus, c'est vraiment tragique. Puis c'est pour ça qu'on essaie de trouver des méthodes d'intervention pour pouvoir les aider. Comment on fait pour se débarrasser des punaises? Ça passe par 3 mécanismes. On inspecte, on identifie, on prépare les lieux, c'est-à-dire on en tue le plus possible, on désencombre, puis on utilise le plus possible la laveuse sécheuse. Puis on extermine, mais c'est vraiment la dernière étape. Si on commence par ça, ça marchera souvent pas. Donc, je me suis dépêché parce que je voulais quand même parler un petit peu plus de ces aspects-là. J'ai pas de photos, mais je peux vous donner des anecdotes. Je vais parler rapidement de 3 types d'interventions qu'on a, 3 classiques, bien qu'il y en ait eu beaucoup plus. Place Renaissance. Place Renaissance, c'est un gros complexe de logement. Dans ce complexe de logement-là, les gens savaient que la situation se dégradait depuis longtemps. Il y a le C3S et les organismes de logement qui nous ont appelés. Quand on est allé pour la première journée sur le terrain, on est allé avec des résidents. On est rentré dans un logement. Le premier logement qu'on rentre, il y avait des refoulements d'égouts chroniques depuis plusieurs semaines. Ça puait, c'était vraiment pas beau. Il y avait des coquerelles partout, puis l'homme était piqué. On monte un étage, logement, tu peux manger à terre. Ce qui est le classique, ceci dit, parce que dans les médias, on vous rapporte c'est tout du monde sale. C'est pas vrai, sont la très, 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 très grande majorité, très, très propre, plus propre que chez nous. En tout cas, certainement plus propre que mon local. Mais dans le deuxième logement, très propre, les enfants, il y avait de l'air ils étaient piqués de bord en bord. Pas besoin de vous dire que la résidente n'a pas dîné ce dîner-là. Fait que ça, c'est un cas type d'un type d'intervention. Fait qu'on est rentré, Yves, Louis, du monde C3S, Norman et Louis étaient impliqués aussi. On est rentré dans cet endroit-là, on a documenté, on a documenté au niveau de la santé, au niveau des logements. Puis la ville là-dessus a appliqué un type d'intervention que c'est très très rare qu'elle fait. Elle a fait certains travaux en lieu et place, puis c'était la ville-centre. Au moment où on se parle, ça n'a rien changé, ils ont autant de punaises, puis les logements sont toujours aussi moisis. Ils ont fait une chose qu'ils sont pas à veille de refaire aussi, ils ont donné des amendes, puis ils ont exigé d'être payés. C'est un cas unique, celui-là. Le plus traditionnel, c'est le deuxième cas, puis ensuite je vais revenir pourquoi c'est un problème. Mais à Place Renaissance, il y avait plusieurs embûches. Quand on rentrait chez les gens, il y avait beaucoup d'immigrants, puis souvent c'était des réfugiés. Puis des réfugiés, ils n'ont pas de droit. Fait que si on arrive, puis c'est complètement moisi, puis on dit « vous devez aller ailleurs », ils peuvent rien faire avec le réseau parce que le réseau leur offre rien. Ils n'ont pas droit au H&M, ils n'ont pas droit à aucune forme de subvention. Fait qu'ils sont vraiment mal pris. Puis dans ce temps-là, puis nous, ce qui s'est passé à Place Renaissance, c'est que les gestionnaires d'immeubles passaient en arrière de nous, ils faisaient des menaces. Ou ils passaient en avant pour faire des menaces. Finalement, ils menaçaient tout le monde. Puis dans un contexte où tu as des réfugiés en disant que si elle nous répondait, ils mettraient à la porte, qui dénoncerait à l'immigration et autres. Fait que ça rend les gens très, très nerveux.
Fait qu'ils restent captifs. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé assez difficile à gérer avec. Mais ça, c'est un problème malheureusement relativement classique. Sur la rue Côte-des-Neiges, c'est le C3S qui nous a appelés parce que la ville voulait vider un logement de Sebag. En faisant ça, il aurait fait un immense cadeau à Sebag parce que la valeur de son logement aurait augmenté de façon extraordinaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis ils ont appelé le C3S parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. C'est un taudis. Il y a beaucoup de gens, justement, qui n'ont pas de moyens qui se retrouvent là-bas. Fait que aidez-nous à sortir le monde. Le C3S a dit pas de même ça se passe. On va faire appel à la DSP, puis on va faire une évaluation, puis on va avoir une approche beaucoup plus intelligente que ça. Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais là, je vous ai parlé de la première stratégie de la ville qui est donnée de faire des travaux en lieu et place. Là, c'est une deuxième stratégie qui, je pense, est leur favorite. Ils veulent le vendre à des OSBL d'habitation. Pour eux, ils se débarrassent du problème, ils le remettent au social. C'est nous qui payons les frais pour les problèmes de logement passé puis le manque d'entretien. Et par la suite, c'est vendu, mais c'est pas toujours cocheux parce que la façon que ça s'est passé, parce que quand tu décides de faire ça, puis quand tu as un logement qui est complètement moisi comme cela, il faut que tu le mettes à terre, il faut que tu refasses une rénovation, mais il faut que tu prennes tous les locataires puis tu leur donnes des options. Puis c'est pas ce qui s'est passé dans ce cas-ci, surtout pour les gens qui avaient plus de problèmes de santé mentale. Il a fallu passer par urgence psychosociale, ça n'a pas été drôle. Le dernier type d'intervention qui est le plus fréquent, on voit ça beaucoup à Côte-des-Neiges, c'est dans les arrondissements. Ça peut être pour toutes sortes de raisons des logements insalubres. Ce qu'on voit, les arrondissements, on constate une chose, c'est que pour que les gens se plaignent, quand vous avez un problème, si vous avez un problème dans votre logement, il faut que vous envoyez une lettre enregistrée au propriétaire. C'est pas écrit dans le règlement, mais c'est la norme. Si vous faites ça, vous venez de perdre tout le monde à peu près. Parce que les gens, ils ont très peur, premièrement parce qu'ils pensent pas que c'est efficace, ce en quoi ils ont grandement raison la plupart du temps. Même s'ils pensent que c'est efficace, ils craignent de se faire mettre sur une liste de mauvais locataires, ce qui est très vrai, ça arrive souvent aussi. Et ils ont peur des représailles par la suite. Donc les gens ne se plaignent pas. D'autres villes nord-américaines n'utilisent absolument pas cette procédure-là, mais nous, à Montréal, on a décidé de faire comme ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Le deuxième problème, c'est que même si tu te plains, la procédure, la façon que ça marche, c'est que l'inspecteur va venir. L'inspecteur, souvent, lui, ce qu'il va recommander, c'est de peinturer les murs puis de demander aux locataires d'arrêter de faire sécher leur linge, même s'ils le font pas. L'autre affaire qu'ils vont demander aux locataires, c'est ils vont mettre surtout la pression sur le locataire, fait que le propriétaire, il n'y aura pas grand-chose. Puis parfois, ils vont émettre un constat d'infraction qui est rien. C'est juste une entente de gré à gré, le propriétaire l'a pas sur les travaux. Les avis d'infraction, on n'en voit à peu près pas. Ils en donnent à peu près pas non plus parce que nos inspecteurs, contrairement encore une fois aux grandes villes nord-américaines, n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas les outils, peuvent pas détecter, peuvent pas faire grand-chose. Fait qu'on voit dans les interventions comme ça avec les arrondissements, ça stalle, ça devient problématique, on est obligé de revenir, il y a toutes sortes de problèmes, c'est très dur à régler. Fait qu'il faut vraiment repenser cette façon d'agir. OK, je vais terminer un dernier point. Fait que ce qu'on voit, c'est exactement comme dans le reportage, des gens très défavorisés dans des conditions très difficiles, avec des politiques publiques pas aidantes. Puis si on avait des bonnes politiques publiques à ce niveau-là, on ferait un grand chemin pour aider les gens dans la pauvreté.